vais utiliser une expression ronflante pour commencer, pour me protéger, consistant à dire que j'espère que ce que je vais faire va avoir des effets philosophiques, mais je dois dire que je présenterai des choses un peu techniques, mais la thèse que je défends, en un sens qui est une thèse philosophique, c'est que le problème de la conscience peut s'aborder de manière expérimentale et cognitive, et que donc, en un sens, je ne peux pas faire autrement que le montrer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tellement, je reviendrai là-dessus à la fin, un peu, je pense qu'il est plus intéressant de montrer comment ça peut fonctionner, plutôt que d'argumenter pour le fait que ça fonctionne. C'est-à-dire que, encore une fois, des choses qui se montrent facilement plus qu'elles ne se disent facilement. Alors, donc, je vais faire, en gros, parler de ces trois éléments, ces trois points. Je vais monter, comme ça je resterai près du micro. Donc, d'une part, je ferai une très très rapide histoire du problème de la conscience, pourquoi le problème se pose en psychologie, excusez-moi. Ensuite, je passerai un peu de temps sur cette distinction qui a été introduite par Ned Block, mais qui correspond à plein d'autres distinctions entre la conscience phénoménale et la conscience d'accès, et qui a été justement, certains philosophes argumentent pour dire que c'est essayer de défendre l'idée que le problème de la conscience se répartit entre ce qui peut être traitable de manière scientifique et ce qui peut être traitable d'une manière philosophique et qui s'accepte à l'approche scientifique. Et tout ce que je essaye de dire, en fait, c'est que cette distinction est mal conçue, qu'en fait, c'est pas que la science soit impérialiste sur ce domaine-là, mais disons que rien, a priori, ne s'accepte d'une approche empirique, expérimentale. Et j'essaierai de le montrer sur quelques cas concrets, comment on peut enrichir notre description empirique et expérimentale de la conscience, de sorte que, en fait, la distinction entre conscience phénoménale et conscience d'accès perde de sa force. Là encore, on pourrait dire, si je veux me protéger, que c'est un peu Wittgensteinien, l'idée que je ne vais pas démontrer que cette distinction est fausse, mais je vais essayer de réduire son effet, par passage d'un côté à l'autre de la distinction. Et enfin, je conclurai sur quelques éléments, mais ce sera sans doute très rapide, sur la question du flux de conscience. Parce que je pense que le problème de la conscience n'est absolument pas résolu. Je pense qu'il est extrêmement difficile, que tous les problèmes de la conscience sont extrêmement difficiles. Et je pense que la question du flux de la conscience est l'une des questions les plus difficiles qui soit actuellement pour l'approche expérimentale comme pour l'approche philosophique. Et que, en fait, cette question-là est beaucoup plus intéressante. Disons qu'elle est, à mon avis, beaucoup plus ouverte du point de vue scientifique que la distinction entre phénoménalité et conscience d'accès. Et donc, j'essaierai de suggérer pourquoi c'est très très compliqué, pourquoi c'est pas du tout sûr qu'on arrive à dire des choses vraiment aussi précises qu'on le voudrait dans les quelques années qui viennent. Mais on ne sait jamais, parfois on a des surprises. Alors, voilà, c'est là où j'aurais bien aimé que les choses apparaissent les unes après les autres, mais c'est pas grave. Donc, très très rapidement, ça m'obligera à être encore plus rapide. Ce qu'on sait tous, qui est très simple, c'est que la psychologie, il y a très longtemps, est devenue une discipline scientifique comme une science de la conscience. Elle a été définie comme ça par les grands pères fondateurs de notre discipline, Wilhelm Wundt, Ribot, Théodule et William James, par exemple, mais plein d'autres. À la fin du XIXe siècle, la psychologie se définit comme une science de la conscience. Donc, en un sens, le problème n'était pas conçu comme difficile, puisque c'était l'existence même de la psychologie qui dépendait de la science de la conscience. Ensuite, comme on sait aussi très bien, c'est très simple, elle a été définie de manière totalement différente par les behavioristes qui l'ont définie comme science du comportement, avec l'idée que la conscience était quelque chose dont on ne parlait pas. Puis, ensuite, sous le cognitivisme, la psychologie était définie comme science du mental ou de l'esprit, comme on veut. Mais ce qui est très intéressant, c'est que pendant toute une période, on évitait soigneusement de parler de conscience dans cette science cognitive du mental. C'est ce qui est curieux, parce que si on définit une science du mental, on a envie de dire que la conscience est un aspect important, pas le seul, mais au moins un aspect important du mental. Et pourtant, on évitait de le faire parce que ça paraissait sans doute un petit peu
parce qu'on avait des remords du passé, enfin toutes sortes de choses bizarres. Et la conscience, c'était une blague, la science des prix Nobel de physiologie et médecine à la retraite. C'est-à-dire que c'est des choses qu'on abordait à la fin de sa carrière, lorsqu'on avait parlé de plein de choses solides et pour lesquelles on pouvait faire des vraies expériences. On parlait de conscience comme ça, par exemple Edelman, Crick, ces gens-là. On dit des choses sur la conscience très intéressantes, très utiles pour nous. Mais bon. Et ce qui est intéressant, c'est que depuis une trentaine d'années maintenant, un petit peu plus peut-être, 35, 40 ans, la conscience est devenue un domaine d'étude normal au sein d'une science normale de l'esprit. Et j'utilise ici le terme normal au sens de Kuhn, c'est-à-dire c'est une science pour laquelle il y a c'est un paradigme tout à fait établi. On a des pratiques, des modes de preuve. Et donc c'est devenu une science, une discipline normale, au sens des sciences cognitives et souvent au sens des neurosciences cognitives, à l'intérieur des neurosciences cognitives, c'est-à-dire de cette discipline qui consiste à étudier les soubassements cérébraux et neuraux plus généralement de nos fonctions mentales. Bien, alors ce que je voudrais expliquer maintenant, c'est essayer d'entrer un petit peu dans le détail maintenant, c'est comment ça s'est passé. Donc là, c'était juste pour vous dire qu'il y a des citations qui me plaisent sur l'époque où la psychologie était la science de la conscience, et donc là, par exemple, les faits de conscience constituent le champ de la psychologie. C'était le genre de choses qu'on pouvait dire à la fin du 19e siècle, au début du 20e. Et là aussi, une citation qui est intéressante où on dit que les phénomènes psychiques sont dans la conscience comme les phénomènes physiques sont dans la nature. Donc la science du psychique, c'est la science de la conscience. Donc il y a adéquation parfaite, même absence de jeu entre une discipline qui... pour ceux qui sont historiennes de la philosophie, c'est extrêmement intéressant de se rendre compte de ça parce que le rôle que cette science de la psychologie comme science de la conscience a joué dans la formation de la phénoménologie comme discipline philosophique autonome est évidemment extrêmement intéressant. Alors, juste autre chose qui est... je vais passer dessus parce que sinon on passe trop de temps. Donc, je voudrais en venir à des choses tout de suite, je suis désolé, ça va être un petit peu technique, mais juste pour vous expliquer quand même qu'est-ce que ça veut dire actuellement que faire une science normale de la conscience. Qu'est-ce qui nous permet de dire une chose qui paraît peut-être un petit peu hubristique. En fait, il y a une méthode très très simple qui nous permet de dire que nous avons une science de la conscience, une approche scientifique expérimentale de la conscience. C'est cette méthode qui est ici nommée la méthode contrastive. La méthode contrastive, c'est un mot compliqué pour dire en fait que on sait créer des stimuli de telle sorte qu'on ait des situations qui soient extrêmement proches du point de vue de la stimulation physique. Il y a quasiment aucune différence dans la stimulation physique, deux stimuli qui sont quasiment identiques physiquement, si on les mesure en termes d'événements dans le monde. Les événements dans le monde sont quasiment identiques. Néanmoins, ils ont des effets extrêmement différents du point de vue psychologique, parce que pour l'un de ces stimuli, un événement conscient aura lieu. Le sujet, le participant de l'étude, pourra rapporter qu'il ou elle a été conscient de quelque chose, et dans l'autre cas, le participant ou la participante dira qu'elle n'a rien vu, rien entendu, qu'il n'a pas été conscient. Donc conscience, en fait, en ce sens-là, est évidemment un terme extrêmement simple, conscience en ce sens veut simplement dire que quelque chose a été rapportable, ou bien quelque chose n'a pas été rapportable. Donc l'intérêt de cette méthode contrastive, c'est qu'on a ce couple de stimulations qui sont extrêmement proches, et puis dans un cas on crée quelque chose de conscient, dans l'autre cas on ne crée pas quelque chose de conscient. Et donc on peut étudier les conséquences physiologiques que ça peut avoir, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau dans un cas, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau dans l'autre cas, mais on peut étudier aussi les conséquences psychologiques que ça a, quel genre de traitement sont possibles sur un stimulus qui a été perçu consciemment, et quel genre de traitement est possible sur des stimuli qui n'ont pas été perçus consciemment. Alors, pourquoi je vous ai montré ces schémas barbares? C'est parce que là, c'est une étude que j'avais faite il y a un certain temps, où on appliquait cette méthode contrastive avec ce qu'on appelle une méthode de masquage, où un stimulus visuel, en l'occurrence un chiffre arabe ici, pouvait être perçu consciemment ou pas, il était toujours présenté, donc le stimulus visuel est systématiquement présenté, mais il est suivi de ce qu'on appelle ici un masque, là c'est le temps qui se déroule, et ça c'est ce qu'on montre successivement à l'écran au sujet. Donc il est suivi par ce qu'on appelle ici un masque, avec des intervalles qui sont variables. Et lorsque les intervalles ont une durée qui est soigneusement choisie, les sujets ne rapportent avoir vu rien du tout. Ils n'ont pas du tout conscience d'avoir vu un nombre.
Et donc, c'est très intéressant parce que, en fait, nous, on sait que le nombre est toujours présenté. Donc, on a une sorte de ligne de base. On sait que le nombre, il est là. Mais il y a quelque chose dans ce qu'on a dans notre manipulation expérimentale qui nous permet de faire basculer la prise de conscience perceptive de ce stimulus-là. Et donc là, en fait, c'est dans l'étude que je faisais, c'était pour montrer qu'en fait, certains types d'opérations n'étaient pas possibles si on n'avait pas pris conscience du nombre, que certains types de traitements mentaux vraiment requéraient que le sujet ait pu prendre conscience du nombre en question. Alors, ce qui est absolument évident, c'est que, et je reviendrai là-dessus à la fin, c'est que c'est une notion de conscience qui est extrêmement pauvre, en un certain sens, qui est extrêmement limitée, pauvre, et très peu ambitieuse. La seule, mais elle est opérationnalisée, c'est ce que fait la science en général, pour sa gloire et son malheur, c'est qu'on opérationnalise les choses, donc on donne une définition précise de ce qu'on fait. Donc là, on dit, moi j'appelle stimulus conscient, un stimulus tel que le sujet est capable de dire « j'ai vu quelque chose », et j'appelle stimulus inconscient, un stimulus tel que le sujet n'est pas capable de dire ça. On est totalement conscient, nous, en tant que chercheurs et chercheuses, que c'est une définition simpliste de conscience, mais on est évidemment ouvert à toute complexification, et je vous montrerai des choses où on essaie de compliquer ça un petit peu. Donc, juste pour vous dire que ce qui est intéressant, c'est que, donc là, il se trouve que les sujets devaient dire à ce moment-là, quelques temps après, s'ils avaient vu ou pas ce nombre, et puis faire des opérations dessus. Je vous passe les détails qui sont intéressants pour les praticiennes et praticiens de la psychologie cognitive. Alors, juste une chose que je voudrais vous montrer, c'est que ce qu'on enregistrait, nous, c'était une des choses qu'on enregistrait, c'était le rapport subjectif des sujets. C'est-à-dire que c'est un rapport subjectif où l'on leur disait, vous avez ici une échelle, elle a disparu, je devais avoir mis une échelle sur ma diapositive. Donc on avait une échelle qui partait de rien vu du tout à parfaitement vu le nombre. Parfaitement vu dans le contexte de l'expérience, parce que, comme vous avez remarqué, le nombre il est présenté pendant 16 millisecondes seulement, ce qui est peu, mais c'est suffisant, comme dirait Bobby Lapointe. C'est-à-dire qu'on le voit quand même clairement lorsqu'il n'y a pas de masque qui suit. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que selon l'intervalle auquel le masque était présenté, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il était présenté très vite après le nombre, ou bien plus longtemps après, très vite ça veut dire 16 millisecondes après, ou bien plus longtemps c'est 83 millisecondes, je suis désolé, c'est de la cuisine, eh bien, selon l'intervalle, on avait des rapports subjectifs complètement différents. En particulier, lorsque le masque arrivait juste après, 16 millisecondes après, la plupart du temps, les sujets répondaient, très fréquemment, les sujets répondaient « je n'ai rien vu du tout ». De temps en temps, ils voyaient, mais très souvent, ils disaient « je n'ai rien vu du tout ». Quand l'intervalle est grand, les sujets très souvent disent « j'ai bien vu le nombre ». Donc on a vraiment une sorte de curseur expérimental extrêmement fin, nous permettant de faire basculer quelque chose d'un côté ou de l'autre. Donc ça, c'est le principe. Alors après, ça a été déployé dans des centaines d'expériences avec d'autres sortes de variations, mais c'est le principe de cette méthode, et c'est ça qui a fait que la science de la conscience a pu devenir une discipline normale au sein des sciences cognitives normales, que ce soit neuroscientifique ou que ce soit simplement psychologique. Alors, immédiatement, certains se sont... enfin, immédiatement. Cette approche contrastive a été vraiment mise en place par... dans la fin des années 80, 1980, notamment par un psychologue qui s'appelle Bernard Baars. Et pas longtemps après, un philosophe américain assez fameux, Ned Block, a publié un article très très important dans notre discipline qui s'appelle « On a confusion about two functions of consciousness ». Et dans cet article, Block défend l'idée que, en fait, il ne faut pas confondre deux sens de conscience. Et que les psychologues expérimentaux qui se mettent à travailler sur la conscience sont en train de faire cette confusion, et que lui leur rappelle quand même qu'il y a deux choses totalement différentes, et qu'il ne faut pas confondre ces deux choses au risque de faire des confusions. Alors, la distinction, c'est celle entre conscience d'accès et conscience phénoménale. Ce que Block dit en gros dans cet article, c'est que ce que nous, psychologues expérimentaux, appelons conscience, en fait, ce n'est que la conscience d'accès. C'est là qui se définit opérationnellement et qui s'épuise en fait dans la rapportabilité. Le fait que quelque chose puisse être dit, qu'un sujet puisse dire quelque chose d'un événement dont il a fait l'expérience. Et dit, donc le sujet dans ces cas-là a accès à cette chose. Et c'est vrai, il ne conteste pas que ce soit une forme de conscience. Mais sinon, elle n'est pas simplement pauvre au sens
son simplisme évident, c'est que pour Bloch, c'est pauvre parce que fonctionnellement, il y a un autre sens de conscience, il y a un autre sens qui va au-delà de l'accès, c'est l'aspect phénoménal de la conscience. Et pour lui, alors, la définition qu'il a dans cet article-là, elle est complexe, et je ne suis même pas sûr qu'il la défendrait encore actuellement. Je ne suis pas sûr de l'avoir comprise. Mais en gros, la conscience phénoménale, que maintenant, telle qu'elle a été polie par les années et simplifiée un petit peu sans doute, c'est l'idée que quand on est conscient de quelque chose, ça nous fait quelque chose. On a une expérience subjective, on n'a pas simplement quelque chose qu'on peut rapporter, mais ça nous fait quelque chose. Et c'est complètement lié à ce que Nagel avait défini en 1974, avait souligné en 1974 dans son article très très fameux, à quoi ça ressemble d'être une chauve-souris. Et dans cet article, Nagel dit, en fait, quel effet ça fait, oui. C'est quel effet ça fait. Quel effet, et donc Nagel dit dans cet article que on aura beau comprendre tous les mécanismes de l'écolocation, parce qu'il a pris la chauve-souris parce que la chauve-souris a un sens que nous n'avons pas, enfin que nous n'avons pas naturellement, puisqu'apparemment certains aveugles de naissance parviennent à le développer de manière assez puissante. Donc ce sens d'écolocation, savoir où sont les choses dans l'espace grâce aux échos des ultrasons, on pourra très bien savoir comment ça fonctionne, on pourra comprendre tous les mécanismes de l'écolocation chez la chauve-souris, on ne saura pas quelle impression, quel effet ça lui fait à la chauve-souris. Bon. Et on peut évidemment transposer ça entre nous. Il n'y a pas besoin de faire le cas de la chauve-souris est intéressant, mais une fois qu'on a compris ça, on se dit, oui, c'est exactement la même chose. Je peux très bien savoir tous les mécanismes de la perception de la couleur, comprendre la généralité des lois de la perception de la couleur. Je ne saurais toujours pas l'effet que ça fait pour vous de voir telle couleur. Moi, en un sens, j'en fais l'expérience de l'effet que ça me fait de voir la couleur bleue ici, mais je ne sais pas quel effet ça vous fait à vous. Et donc Bloch dit, ça, c'est quelque chose qui est complètement différent de la conscience d'accès. Et je ne me souviens plus si dans cet article, il a une affirmation sur ce qu'il sera possible d'en dire. Mais en tout cas, ce qu'il dit actuellement, c'est que la conscience perceptive, et en fait là ce qu'il veut dire, c'est toujours un article de Bloch mais plus récent, c'est un article de 2011, la conscience perceptive, donc en fait ce qu'il suggère c'est que cette conscience perceptive complète, c'est la conscience d'accès plus la conscience phénoménale, cette conscience perceptive, elle overflow, elle dépasse, elle déborde l'accès. Et donc il y a plus. D'après Bloch, il y a beaucoup plus dans la conscience perceptive, dans la conscience phénoménale, que dans l'accès. L'idée, c'est qu'il y a quelque chose d'inépuisable, peut-être, dans la conscience phénoménale, et qu'à un moment donné, je fais une expérience, j'en ai une conscience complète, avec sa dimension phénoménale extrêmement riche. Je peux en dire quelque chose ensuite, je peux rapporter des éléments de cette expérience, mais ce que je rapporte de cette manière, est qu'une partie qui est extrêmement limitée. En fait, la richesse de ma conscience phénoménale déborde de tous les côtés l'accès que je peux en avoir. Alors, ça, c'est une thèse extrêmement intéressante, importante. Il y a plein de manières de la comprendre. Il y a plein de manières. Bloch, en particulier, est quelqu'un de très, très proche des scientifiques. On travaille beaucoup avec lui. Et donc, pour lui, il n'y a pas de question de principe que la conscience phénoménale soit, pour l'éternité, inaccessible à l'approche scientifique. Mais il y a quand même toujours le doute que c'est quelque chose qui n'est pas de la même nature. On ne pourrait pas faire les mêmes expériences. Et en particulier, une des choses que défend Bloch, contre laquelle je suis radicalement, c'est qu'au fond, on ne peut pas étudier la conscience phénoménale sans faire des neurosciences. Dans la mesure où la conscience d'accès, c'est ce que là, il est d'accord avec nous, c'est quelque chose que l'on peut rapporter. Si j'ai accès à quelque chose, je peux en dire quelque chose. Donc là, on peut avoir une psychologie intéressante. Pour la conscience phénoménale, ce qu'il suggère, c'est que dans la mesure où c'est quelque chose qui n'est pas, en un sens, rapportable, il laisse ouverte la possibilité qu'il y ait des choses qui ne soient jamais rapportables, eh bien, en un sens,
on a forcément besoin de savoir directement ce qui se passe dans le cerveau pour prouver son existence, parce que les sujets ne pourront jamais le rapporter. Donc il faut aller directement voir l'activité neurale pour avoir une sorte d'accès, puisque les sujets n'ont pas cet accès, à l'activité qui correspond à la conscience phénoménale. Et ça, je pense que c'est erroné, et j'essaierai de le suggérer un petit peu, qu'en fait, il y a une psychologie possible. Alors ce que je défends, c'est l'idée qu'il y a une psychologie possible de la phénoménalité, une psychologie de la richesse phénoménale, quelque chose que je ne conteste pas, cette notion de richesse phénoménale, je suis totalement, et je crois que beaucoup de mes collègues en sciences cognitives sont complètement d'accord, en expérimentalistes sont complètement d'accord. Donc la phénoménalité est riche, mais ce que je conteste, et je ne suis pas le seul, c'est cette idée qu'on ait besoin d'un type de conscience spéciale pour rendre compte de la phénoménalité. En fait, la phénoménalité s'explique par l'accès. C'est ça que je voudrais essayer de suggérer. Alors, tout ça, ça vient cette réflexion de Bloch et d'autres, et c'est assez intéressant comme cas d'école du point de vue de l'histoire de nos disciplines, philosophie et psychologie, parce qu'en fait, c'est vraiment un cas où la philosophie et la psychologie expérimentale, la psychologie en général, ont vraiment travaillé de manière extrêmement étroite, et ont produit leur rencontre des deux disciplines a vraiment produit des choses qui sont nouvelles à la fois du côté de la philosophie et de la psychologie expérimentale. Tout ça, ça part d'un article tout à fait fondamental d'un psychologue américain, George Perling, qui, en 1960, a travaillé sur le phénomène de présentation brève. Et il n'y avait pas à l'époque, il ne parlait pas de conscience, pas de tout ça. Ce qu'il avait simplement remarqué, en fait, ce n'est pas lui qui l'avait remarqué, on le savait depuis 1850, on le savait depuis un siècle qu'on utilisait des présentations brèves, parce que dans les laboratoires de Wundt et de ses collègues, on avait des moyens de présenter des choses pendant 1 milliseconde, et on était certain que c'était visible pendant 1 seule milliseconde, et on faisait ça même beaucoup mieux que maintenant, ce qui est intéressant aussi du point de vue de l'histoire des sciences, qu'en fait, on avait des contrôles sur les stimuli beaucoup plus précis à l'époque de Wundt qu'on en a maintenant. Bon, donc, à l'époque de Wundt, on s'était déjà rendu compte que si on présentait un stimulus relativement complexe pendant 10 millisecondes, on avait ce phénomène très bizarre, l'impression d'avoir tout vu, l'impression d'avoir vu plein de choses, et en même temps, l'incapacité à décrire ce qu'on avait vu. Donc on a une sorte d'impression fugitive, par exemple le stimulus qu'a utilisé Sperling pour simplifier tout ça, c'est de présenter un tableau de lettres, donc de 12 lettres, 4 rangées, et ou bien 16 lettres, 4 sur 4. Donc 16 lettres choisies au hasard dans l'alphabet, et les présenter pendant entre 5 et... ça marche même si on va jusqu'à 2 dixièmes de seconde, donc 200 millisecondes. Donc les présenter pendant un temps relativement bref, comme ça, et c'est très très énervant comme stimulus, parce qu'on a l'impression de voir plein de lettres, mais on est incapable d'en rapporter plus que 4 ou 5 dans les bons jours. Et Sperling avait remarqué que les sujets étaient conscients de cette incongruité entre ce qu'ils avaient l'impression de voir et ce qu'ils étaient effectivement capables de rapporter. Et donc, il le signale dans l'introduction de son article en disant voilà. When complex stimuli consisting of a number of letters are tachytoscopically presented, observers enigmatically insist that they have seen more than they can remember afterwards, that is, report afterwards. Donc quand on présente quelque chose de manière tachytoscopique, les observateurs ont l'impression très forte, ils insistent sur le fait qu'ils ont l'impression de voir beaucoup plus que ce qu'ils sont capables de rapporter ensuite. Et ils détaillent ensuite ça dans le more is seen than can be remembered, et puis après il insiste sur le fait que ça veut dire qu'il y a peut-être à un moment donné quelque chose qui est plus riche et que ça décroît ensuite. Et donc les gens comme Bloch, les philosophes comme Bloch ont pris appui sur ce genre d'expérience, parce que ça a été développé ensuite pendant très longtemps, pendant plein d'expériences, ont pris appui là-dessus pour dire, en fait, on a bien une sorte de preuve expérimentale de ce débordement de la conscience phénoménale de la conscience d'accès par la conscience phénoménale. C'est-à-dire qu'on a cette impression d'avoir vu beaucoup, et c'est la richesse de l'expérience, et puis ensuite, la réduction à finalement ce qui est uniquement accessible, qui est beaucoup plus pauvre. Et donc Bloch dit et soutient que dans ce genre d'expérience à la Sperling, eh bien, cette impression correspond à la phénoménalité et le rapport effectif correspond à la conscience d'accès. Et que les deux sont donc distinguables, même du point de vue expérimental. Alors,
avec des collègues, Vincent de Gardel et Sid Couder, on avait contesté cette interprétation, on l'avait contestée d'une manière expérimentale pour dire en fait que ce qui était la richesse qui est de la phénoménalité, qui débordait l'accès, ce n'était pas quelque chose qui était en soi une sorte de soubassement phénoménologique qui précède l'accès. Excusez-moi, j'ai oublié de dire quelque chose. En fait, ce que Bloch veut dire, c'est que, en interprétant les expériences de Sperling et d'autres dans sa théorie, c'est qu'en fait, la conscience phénoménale, c'est le soubassement premier, le soubassement subjectif, presque la matière première psychique, à partir de laquelle, d'où est extraite la conscience d'accès. Comme si on avait une sorte de flux de conscience phénoménale premier, primitif, et qu'ensuite on en extrayait des éléments qui sont simplement ceux à quoi on a accès. Et donc, ce qu'on a voulu montrer avec Vincent et Sid Couder, Vincent de Gardel et Sid Couder, c'est qu'en fait, c'est plutôt l'inverse. C'est que la phénoménalité est une construction beaucoup plus complexe que l'accès. Et qu'en fait, l'impression qu'on a d'avoir un monde riche et qui est toujours au-delà de ce qu'on peut véritablement rapporter, la richesse de notre expérience, c'est une construction. C'est une construction a posteriori, et ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas qu'on aurait une sorte de pré-réflexif immédiat qui serait le tissu de notre conscience phénoménale, et qu'ensuite on en extrairait des éléments prédicatifs, des éléments propositionnels plutôt, des éléments propositionnels qu'on pourrait rapporter. C'est l'inverse en fait. C'est qu'on a un accès en fait qui est relativement limité à certaines parcelles de notre expérience, et on construit une richesse phénoménale, on construit une sorte d'illusion en permanence. On est toujours en train d'enrichir l'illusion de richesse qu'on se fait du monde extérieur à partir de bribes d'éléments auxquels on a accès. Alors, ça, c'est très joli. Maintenant vient la partie sombre. C'est comment on avait montré ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais juste vous montrer un peu le style d'expérience qu'on avait faite pour essayer de suggérer. Encore une fois, on fait de la science, donc on ne fait que suggérer. Donc, c'est-à-dire qu'on donne des éléments empiriques qui vont plutôt dans un sens et qui rendent une interprétation plutôt difficile et qui favorisent toute autre interprétation. Mais on est bien loin d'avoir la notion d'expérience cruciale toujours en tête lorsqu'on travaille. Donc comment on avait fait? On avait présenté un tableau comme ça avec des lettres, tout à fait à la Sperling, et il y avait parfois des petits symboles bizarres dedans, et c'était fait exprès, et on demandait au sujet de porter leur attention a posteriori, donc là c'est le temps qui se déroule comme ça, donc le tableau était présenté pendant 3/10 de seconde, et ensuite, 3/10 de seconde encore après, il y avait un petit bip qui demandait au sujet de se rapporter une ligne particulière du tableau, donc de focaliser leur attention a posteriori sur une ligne particulière du tableau. C'est une méthodologie classique dans ce genre d'études-là. Et l'astuce qu'on avait, c'est que parfois, dans les parties sur lesquelles on demandait au sujet de ne pas focaliser leur attention, enfin plutôt dans les parties sur lesquelles le sujet n'avait pas à focaliser leur attention, eh bien, il y avait des lettres qui étaient retournées, qui avaient subi une rotation. Donc par exemple, un H qui était retourné, ou bien un P retourné. Enfin, et l'astuce, pourquoi on avait fait ça? C'est parce que d'après l'interprétation de Bloch, les sujets, dans leur conscience phénoménale, auraient dû avoir cette lettre retournée. Parce que elle faisait partie de cette chose, de cette impression globale d'avoir vu un tableau de lettres entier. Et nous, ce qu'on avait remarqué avant de faire ça de manière expérimentale véritablement, c'est qu'en fait, on ne remarque absolument pas dans ces cas-là. On n'a pas l'impression qu'il y a une lettre bizarre. Et même, ce qu'on supposait, c'était que cette lettre bizarre, parce qu'elle n'était pas en position canonique, en fait, elle serait perçue par les sujets, si quelque chose, comme étant dans sa position canonique. Et c'est exactement ce qu'on avait observé, c'est-à-dire que les lettres retournées qui apparaissaient en périphérie de l'attention où les sujets devaient focaliser leur attention, eh bien, ces lettres retournées, en fait, elles étaient de temps en temps perçues. On avait une méthode pour demander aux sujets ce qu'ils avaient perçu, mais elles étaient de manière significativement, elles étaient perçues dans leur position canonique. D'où l'interprétation qu'on avait. Les sujets ne remarquent pas ces lettres bizarres, ils ne remarquent pas ce qui passe en périphérie, ce qui est déjà une sorte une petite pique contre la théorie de Bloch, parce que théoriquement, ça fait partie du tissu de leur flux subjectif. Mais surtout, la véritable preuve, le véritable élément nouveau qu'on apportait, c'était que
quand il percevait quelque chose, il le percevait dans la position canonique. Ce qui prouvait qu'en fait, ce n'était pas du tout premier, ce qu'ils percevaient en périphérie, mais c'était une reconstruction complexe. En fait, qu'est-ce qui se passait? Ils avaient des fragments de choses qui ressemblaient à des lettres, des fragments de littéralité en périphérie, plus leurs attentes qu'il devait y avoir des lettres, parce qu'on avait, dans toute l'expérience qui durait 1 heure, il y avait des tableaux de lettres qui apparaissaient, des tableaux de lettres qui apparaissaient, et donc leurs attentes étaient extrêmement fortes, et avec les fragments accessibles en dehors du foyer de leur attention, ils reconstruisaient quelque chose, et donc la phénoménalité d'un tableau de lettres complexe était quelque chose reconstruit a posteriori, et pas du tout quelque chose qui était premier. Alors, je vous passe le détail des données. Dans la conclusion de l'article, on avait quelques phrases qui étaient, je trouve, bien tournées. Voilà, par exemple, la dernière phrase de l'article était « On considère la phénoménologie comme une élaboration sophistiquée basée sur l'accès partiel, sur de l'information qui est partiellement accessible. » Et voilà, et de ce qu'il peut y avoir à voir dans toute la scène. C'est-à-dire que l'expérience visuelle de toute la scène, ou sa phénoménologie, l'expérience qu'on a de la scène, n'est pas plus basique ou immédiate que l'accès conscient. Tout à fait au contraire, on considère que ça reflète un mode d'accès plus compliqué au monde extérieur. Voilà, c'est ça globalement l'idée qu'on a, c'est qu'avec cette notion de... en fait, si on enrichit la notion d'accès, si on se dit que l'accès n'est pas simplement ce qui est attendu, ce qui est, excusez-moi, c'est un anglicisme, ce qui est au foyer de l'attention, si l'accès n'est pas simplement ce que nous rapportons lorsque c'est au foyer de notre attention, mais si on considère que l'accès c'est aussi ce qu'on construit au moyen d'éléments épars qui contiennent un petit peu d'informations sur le monde extérieur, alors on peut se rendre compte que la richesse phénoménale est cette construction extrêmement élaborée, bien plutôt qu'un a priori pré-réflexif et apropositionnel. Alors, oui. Alors, le débat sur cette question-là et ce type de paradigme, expérimentalement, il n'est pas du tout terminé. Il y a eu des réponses à notre article par Bronfman et d'autres, mais il y a une réponse à Bronfman. Donc, expérimentalement, c'est pas clair, parce que expérimentalement, en fait, les choses sont beaucoup plus modérées que la conclusion que j'essaye d'en tirer là, parce que j'essaye de philosopher. Expérimentalement, la conclusion, c'est vraiment qu'est-ce qui se passe, comment on construit l'impression qu'on a du monde extérieur visuel en dehors du foyer de l'attention. Donc ça, c'est la question expérimentale qu'on peut traiter facilement. Mais l'élaboration qu'on peut en avoir du point de vue plus spéculatif, c'est de dire que cette construction en dehors du foyer de l'attention contribue à la richesse phénoménale. Alors, il y a une chose tout à fait triviale que je rappelle toujours, qui est que, en fait, en périphérie du champ visuel, on ne voit pas en couleur. On n'a aucun récepteur, aucun cône qui nous permette de déterminer les couleurs en périphérie du champ visuel, au-delà de 10 degrés d'angle visuel, ce qui est tout petit, en fait. Donc, en fait, on ne voit vraiment les couleurs qu'au centre du champ visuel. En périphérie, on ne voit absolument pas de couleurs, et on peut faire le test, c'est très amusant, avec des crayons de couleur qu'on fait rentrer en périphérie. On sait qu'ils sont colorés, mais on ne sait absolument pas de quelle couleur ils sont. Et donc, cette chose qui est extrêmement simple vaut en fait déjà remplace nos expériences et celles qui ont suivi, parce que philosophiquement, ça pose la question comment on ne voit pas le monde gris en périphérie. Donc on a reconstruit une richesse phénoménale là où elle n'est pas, puisqu'il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de détermination de couleur en périphérie. C'est pas possible. On ne peut pas discriminer les couleurs. Donc, ça veut dire qu'on a une sorte d'illusion cognitive de la couleur complète du monde extérieur, et ça c'est une sorte d'illusion à haut niveau, et ensuite on a des mécanismes d'illusion à bas niveau qui expliquent comment on va remplir cette illusion générale. Donc on a l'illusion générale que le monde est coloré partout, bien qu'on ne le voit pas, que nos sens, que nos récepteurs sensoriels ne nous donnent pas comme coloré partout. C'est une illusion qui est jamais remise en question, parce que, de fait, dès que je tourne les yeux, je m'aperçois que c'était en couleur. Donc, à aucun moment, cette illusion est mise en défaut. Donc, c'est normal qu'elle soit permanente. Donc, j'ai cette illusion extrêmement générale. La question qu'on pose ici, en tant qu'expérimentaliste, sur ce qui se passe, les mécanismes en dehors du foyer de l'attention, c'est précisément comment c'est construit. Et ce qu'on arrive à montrer, c'est qu'on peut montrer comment c'est construit. On peut montrer quels sont les éléments qui sont utilisés pour construire une richesse phénoménale, là où, en fait,
de manière primaire, il n'y a rien de riche, mais au contraire, une plus grande pauvreté qu'au foyer de l'attention. Alors, l'argument en fait qu'on a contre Bloch, mes collègues et moi, alors c'est là, il y avait une autre blague, mais un peu ratée, désolé. L'argument qu'on a, mes collègues et moi, en fait, il est d'une simplicité enfantine. C'est que, en gros, on dit, mais Ned, cher Ned, vous nous dites qu'il y a plus que la conscience d'accès. Mais si vous nous dites s'il y a plus que la conscience d'accès, c'est bien que d'une manière ou d'une autre, vous y avez accès. Donc ce n'est plus quelque chose qui s'excède de la conscience d'accès. C'est d'une simplicité enfantine. Et c'est pour ça que je citais le poème de Eliot dans ses vers pour enfants sur les chats, où il fait ce jeu de mots sur le nom du chat qui est effable, ineffable. La conscience phénoménale la conscience phénoménale de Bloch, elle me donne un peu cette impression parfois d'être à la fois effable et ineffable, parce que d'un côté, il dit qu'elle s'excepte de l'accès, et de l'autre, d'une certaine manière, pour qu'il puisse dire ça, c'est déjà qu'il y a une forme de... On ne peut pas avoir de conscience négative, de théorie de la conscience négative, comme on a une théologie négative aussi simplement. On ne peut pas simplement définir la conscience phénoménale comme ce qui s'excepte de tout accès. Ça me semble... Ou bien si on le fait, il me semble que justement on sort du domaine de ce qui est rationnellement accessible. Et je dois dire que ça me semble plus forcément... enfin en tout cas pas testable, mais bon. Donc là, la conclusion, c'est que l'ineffable, dans l'argument qu'on a, Couder, Vincent, de Gardel et moi, c'est qu'on dit l'ineffable, il ne vient pas par degré. Quelque chose est ineffable ou n'est pas ineffable. Donc si la conscience phénoménale est d'une certaine manière un peu rapportable, puisqu'elle est au moins, son existence est rapportable, donc c'est qu'elle est un peu rapportable, c'est que ce qui vient par degré, c'est la complexité cognitive de sa construction. Et ça, on peut l'étudier. On peut montrer comment les choses sont construites cognitivement, alors même que les choses... Donc on ne dit pas que tout est également rapportable. Il y a des aspects de la phénoménalité qui sont moins rapportables que d'autres, mais on ne voit pas quel serait le critère qui permettrait de dire, à partir de ce moment-là, on passe du côté de la conscience phénoménale. Oula, il faut que je me dépêche. Donc, je vais aller très très vite. Je vais passer la plupart des choses qui restaient à dire, et on discutera peut-être, et j'en reparlerai après. Donc, je voudrais juste insister sur cet aspect-là, l'idée que un rapport subjectif, un rapport, quelque chose qui est de l'ordre du subjectif, en fait, se dit en plusieurs sens, et que une des raisons pour lesquelles les gens comme Bloch ont souvent construit une sorte de différence de nature entre conscience phénoménale et conscience d'accès, c'est parce qu'ils ont une approche beaucoup trop simplifiée de ce que c'est qu'un rapport subjectif, une proposition subjective, on pourrait dire. Donc là, encore une fois, moi je travaille en expérimentaliste, donc j'opérationnalise des choses, j'essaie de savoir qu'est-ce qui donne, quelles sont les conditions de vérité d'une proposition qui parle subjectivement, qu'on doit dire subjective. Donc ça, ce serait un autre aspect que j'aurais voulu dire, mais je vais tout à fait passer, ça serait beaucoup trop long. L'idée que, en fait, Bloch a une notion quantitative de conscience phénoménale, donc, et qu'en fait, il faudra avoir une notion plus riche du point de vue formel, et que c'est beaucoup plus la dimensionnalité que la quantité qui définirait la richesse de la conscience phénoménale. Bon, je passe là-dessus. Je voudrais juste insister sur cette notion de subjectivité, et de dire qu'en fait, en psychologie expérimentale, on peut opérationnaliser au moins deux dimensions de la subjectivité qui sont relativement séparables. Une première dimension, c'est la question de l'ordre, du type au sens russellien, comme il y a des propositions de premier ordre et des propositions de second ordre. Les propositions subjectives peuvent être subjectives parce qu'elles sont à propos de moi, à propos de soi. Et donc dans ces cas-là, c'est qu'elles sont de second ordre. Si je parle du monde extérieur, ce n'est pas subjectif. Si je dis le siège est bleu, ce n'est pas subjectif parce que la proposition n'est pas à propos de moi, elle est à propos du siège. Si je dis j'ai été colérique, je suis colérique, c'est à propos de moi, c'est subjectif au sens où c'est d'ordre de second ordre. La proposition est de second ordre. Donc c'est une manière, la réflexivité en un certain sens, est une manière de définir la subjectivité. Et on peut avoir ça en psychologie expérimentale. Mais il y a aussi un autre sens, une autre dimension qui définit la subjectivité en psychologie expérimentale, c'est la publicité.
il y a certaines propositions qui sont subjectives parce qu'elles sont privées, et d'autres qui sont publiques, et dans ce cas-là, ça définit autre chose. Donc, quand j'oppose ces deux éléments, en fait, c'est plutôt des pôles d'une opposition, plutôt que sans doute des catégories qui soient de manière clairement opposée. Donc, la publicité, c'est tout simplement le fait que, si je dis « je me sens inquiet », c'est réflexif, mais par ailleurs, c'est invérifiable par une tierce personne. Si quelqu'un me dit « mais non, tu n'es pas inquiet », je dirais « si, je me sens inquiet ». Et donc, si je dis par exemple « je suis mauvais en lancer de javelot », c'est public. C'est-à-dire qu'on peut constater, si je dis « je suis mauvais en lancer de javelot », mais que je lance mon javelot à 150 mètres, les gens me diront « non, tu n'es pas mauvais en lancer de javelot, tu es bon ». C'est public. Si je dis je suis pas sûr de moi et que par ailleurs j'ai un grand succès dans le monde et que je dis je suis vraiment quelqu'un d'absolument pas sûr de moi, les gens pourraient croire que je suis un menteur voilà. Ils pourraient aussi prendre au sérieux le fait que de toute façon le fait d'être sûr de soi ou pas sûr de soi c'est quelque chose qui est privé, c'est quelque chose qui n'est pas public. Et donc, en psychologie, en fait, on a, du point de vue expérimental, on a les 4 possibilités qui sont produites par les croisements de ces deux dimensions. Et ça, c'est quelque chose que Bloch a rarement souligné. Et il a une conception beaucoup trop simple de ce que c'est qu'une tâche en psychologie. En gros, pour lui, une tâche en psychologie, c'est une tâche de premier ordre portant sur des données publiques. Et dans ce cas-là, il est capable de dire, donc, par exemple, rapporter le nombre de lettres que vous avez vues, rapporter les lettres que vous avez vues. C'est une tâche de premier ordre, il s'agit d'un événement du monde extérieur sur lequel vous faites quelque chose qui est vérifiable, vrai ou faux. Vous avez vu telle ou telle lettre, c'est vrai ou c'est faux. Et donc, en gros, il se limite à cet aspect-là de ce qui est possible d'extraire, d'opérationnaliser en psychologie. Mais en fait, on a les autres cases de ce tableau qui sont plus intéressantes du point de vue de la subjectivité, sont aussi possibles en psychologie. Et donc, par exemple, on peut tout à fait faire des tâches où on demande aux sujets de rapporter leur auto-observation. Rapporter comment eux-mêmes ont l'impression qu'ils ont fait quelque chose. Dans ce cas-là, on fait quelque chose sur le sujet lui-même. Et on peut tout à fait expérimenter là-dessus et voir la complexité des opérations que les sujets sont capables de faire de ce point de vue-là. Mais on peut aussi rapporter des choses qui sont de premier ordre sur le monde extérieur, excusez-moi, sur le monde extérieur, mais privé. Et par exemple, toutes les choses que je vous avais présentées au début sur les jugements de visibilité, la première chose que j'avais montrée en parlant de la méthode contrastive, en disant, voilà, on peut demander au sujet est-ce que vous avez vu ou pas vu. En fait, ce sont des choses qui sont de premier ordre, il s'agit du monde extérieur, mais ce sont des choses privées. Si le sujet me dit qu'il n'a pas vu, et que moi je dis, mais attends, je te l'ai présenté pendant 150 millisecondes et tu l'as pas vu, mais non, je ne l'ai pas vu. Et c'est quelque chose... Ou bien je dis, c'est pas intéressant qu'il me dise ça, alors que moi je sais que le stimulus est très très visible, ou bien je considère que non, c'est intéressant. Ça fait partie c'est une tâche, c'est un rapport sur une conception, une notion privée. Et donc dans ce cas-là, elle a cette notion de subject. Et alors, ce qui pour moi est le plus intéressant, c'est qu'en fait, il y a aussi des choses de second ordre qui sont privées, et c'est des tâches d'introspection, et on peut aussi étudier ces choses-là. On peut demander au sujet de rapporter des choses là-dessus. Et dans ce cas-là, quand on fait ça, eh bien, on enrichit considérablement notre notion d'accès, et on n'est plus du tout limité à l'accès en premier ordre des publics, et la limitation de la notion d'accès tombe un petit peu parce qu'on peut s'apercevoir que les choses sont beaucoup plus complexes. Donc on avait, oui, juste un dernier élément, après je vais m'arrêter et puis ce serait plus intéressant qu'on discute. Cette notion, à mon avis, est intéressante là, parce que cette catégorisation des tâches qu'on peut opérationnaliser en psychologie, c'est intéressant, parce qu'on retrouve quelque chose qui avait été mis en avant par les phénoménologues et les philosophes à la fin du XIXe siècle, en particulier par Brentano, sur une distinction entre deux sortes d'introspection. Et Brentano distinguait en particulier l'auto-observation, la Selbstbeobachtung, le fait que l'esprit se regarde lui-même en un certain sens, et la perception interne, innere Wahrnehmung, où en fait, sans changer l'orientation du regard de l'esprit, on changeait l'accent sur la partie importante du processus. Et en fait, quand on a cette catégorisation, on s'aperçoit que ça correspond en partie avec ces distinctions-là, et que dans ce cas-là, on a une notion beaucoup plus riche de l'accès, et que, ayant enrichi l'accès, on n'est pas nécessairement obligé de passer à la conscience phénoménale. Donc, je saute tout ça. C'était long et compliqué.
Ah oui, alors je n'ai pas parlé du tout du flux de conscience, mais on en parlera peut-être dans la discussion. Mais il vaut mieux que je m'arrête. Enfin, non, dans ce cas-là, si tu fais cette moue qui est trop libérale, tant pis pour toi. Une moue pas libérale. Oui, voilà, c'est ça. Donc, juste pour conclure, les qualia, sur la première partie, les qualia rapportés donc, ne sont pas immédiats, ce sont des constructions. Bon, ça, je n'ai pas expliqué pourquoi je dis que ce sont des projections sur des espaces de faible dimension, mais je peux l'argumenter. Et voilà, donc l'important, c'est de dire que la phénoménalité est construite et n'est pas immédiate. Deuxième chose, le flux de conscience. Et alors là, c'est complètement différent, mais juste, je voudrais en parler pendant 5 minutes, pas plus. Mais c'est important de voir que, évidemment, vous êtes pendant l'heure entière où j'ai parlé, vous vous êtes dit, mais de quoi il parle? Ça n'a aucun intérêt, ce dont il parle. Il nous parle de la conscience perceptive, mais c'est vraiment la notion la plus pauvre de conscience. C'est juste, d'une part, il ne nous parle pas d'affect, d'autre part, il nous parle de rien d'intéressant. Et en plus, même s'il voulait rester dans son camp en parlant de choses cognitives, pourquoi il ne nous parle pas de la dynamique temporelle? Pourquoi il nous parle simplement d'instantané de conscience? Parce qu'en fait, tout ce que j'ai dit, c'était sur des tranches instantanées. À un moment donné de l'expérience, on essaie de se poser la question de savoir qu'est-ce qui fait la richesse de cette tranche instantanée dans l'expérience des sujets. Et pourquoi je ne parle pas du reste? Parce qu'on n'en sait rien. Et donc, c'est ça la fausse modestie de la science, c'est qu'on essaye de ne pas trop parler de choses qu'on a du mal à comprendre. Et donc, le flux de conscience, ça serait tout simplement d'essayer de comprendre, sans parler d'affect, de motivation, de désir, etc., sans même aborder ce continent qui est encore au-delà, simplement essayer de comprendre la dynamique temporelle de la conscience perceptive, la dynamique temporelle de ce flux mental. Et évidemment, vous savez tous et toutes, des choses qui étaient très importantes à l'époque de James, notamment, qui a écrit ce sublime chapitre des principes de psychologie sur le flux de conscience, le courant de conscience, stream of consciousness. Et non, on n'en parle pas. Et c'est vrai que le succès de l'approche contrastive a consisté à mettre ça de côté, à supposer de manière complètement autoritaire qu'on pouvait couper le flux de conscience en tranches comme ça et dire des choses intéressantes à son propos. Et c'est vrai, on peut dire des choses intéressantes, mais évidemment c'est limité. Donc, une des choses qui est très importante pour le futur de la recherche sur la conscience, c'est d'étendre l'échelle à laquelle on travaille, plus parler en termes de millisecondes, mais parler en termes de minutes, et essayer de comprendre comment s'articulent ces moments de conscience qu'on a pu étudier de manière assez précise, comment ils s'adjoignent les uns aux autres, et c'est quelque chose qui est évidemment extrêmement difficile. Alors avec un étudiant, Michael Bastien, on avait étudié ça. Là, les unités de temps que vous avez, c'est des minutes. Donc, je suis assez fier parce que ça fait de 0 à 40 minutes, il y a du temps. Ce n'est pas simplement des millisecondes. Donc, on avait essayé d'étudier les fluctuations de l'attention à des échelles de temps assez longues. On avait essayé de comprendre pourquoi, à certains moments, l'attention s'échappait d'une tâche, pourquoi, à certains moments, on était concentré sur quelque chose, pourquoi, à d'autres moments, notre attention fluctuait et partait ailleurs. Et donc, on avait fait ça avec, d'une part, ce que cette espèce de vague est censée représenter, c'est l'index qu'on avait réussi à construire de la dynamique de cette attention. Et puis, les barres bleues et rouges, c'est, à certains moments, on sondait, parce qu'il faut quand même qu'on demande aux gens. On ne peut pas, c'est ça le problème de la psychologie, c'est quand même, on s'appuie toujours sur ce que disent les gens. Et donc, on leur demandait à ces moments-là, est-ce qu'ils étaient concentrés sur la tâche ou est-ce qu'ils n'étaient pas concentrés sur la tâche? Et on avait espéré que, d'ailleurs ça marche plus ou moins, là c'est un sujet qui n'est pas très représentatif, que lorsque les sujets étaient sur des pics de ces vagues, ils devaient nous rapporter plus souvent qu'ils n'étaient pas concentrés, que leur esprit était ailleurs. Bon. Mais c'est extrêmement difficile. Et en fait, on ne sait pas très bien, personne ne sait très bien actuellement, quelle est la bonne manière, on ne sait pas modéliser, on ne sait pas quel est le bon cadre conceptuel dans lequel il faut modéliser ces fluctuations de l'attention. Et c'est un champ vraiment qui est complètement ouvert et qui montre à quel point on est simplement sur un petit territoire qu'on maîtrise, mais qu'il y a des centaines de choses, des milliers de choses qu'on ne comprend pas. Et la dernière chose à laquelle j'arrive, c'est qu'on avait fait une autre étude avec toujours Michael et une autre étudiante, Charlotte Van Dendrich, chez des enfants. On avait fait pareil, on leur demandait à quel point ils étaient concentrés ou pas, et on leur avait pas
demandé simplement, comme avec Michael, est-ce qu'ils étaient concentrés ou déconcentrés. On avait un petit peu enrichi la complexité des rapports qu'on leur demandait. On leur demandait, c'était comme des enfants, il y avait des petits dessins, je ne sais pas si vous les voyez très bien, mais c'est un petit ourson. Et parfois, il était concentré. Donc quand ils étaient arrêtés, les enfants devaient dire, est-ce que je suis concentré, comme le petit ourson. Parfois, en fait, ils pensaient complètement à autre chose. Donc là, vous voyez qu'en fait, l'ourson pense à jouer au foot, prendre ses vacances, etc. Parfois, il est distrait par son environnement. Parfois, il pense qu'il est en train de faire une tâche qui est rébarbative, pas intéressante, tout ça. Et parfois, il ne pense à rien. Et le seul point dans cette étude que je voudrais souligner, c'est qu'on avait un nombre non négligeable de rapports, ça vous dira, de rapports où les enfants nous disaient qu'il n'y avait rien. Ils nous disaient rien. Et ça ouvre pour moi une des questions les plus importantes de la recherche sur la conscience contemporaine, qui sera, à mon avis, est-ce que la conscience est quelque chose de continu? Est-ce qu'il y a toujours quelque chose dans notre courant de conscience? Ou est-ce que notre courant de conscience est à trous? Est-ce qu'il y a des moments où notre courant de conscience, en fait, a des syncopes et nous n'avons pas de conscience? C'est-à-dire que nous sommes inconscients au sens, comme parfois nous sommes tombons inconscients, mais où il n'y a pas de richesse phénoménale à certains moments. Tout simplement, il n'y a rien dans ce courant. Et tous les modèles, et le problème c'est qu'on voit bien que là on a un problème de modélisation, de cadre conceptuel. Tous les modèles qu'on a actuellement supposent qu'on a quelque chose qui a une certaine continuité et qu'on a des fluctuations dans cette continuité. Mais en fait, moi je pense que ce genre de résultat-là suggère qu'il faudrait aussi laisser ouverte la possibilité qu'il y ait des moments où le courant de conscience connaisse une syncope et soit tout simplement vide. Mais on n'a pas de moyen de l'étudier actuel. Je conclus, 2 phrases. Donc il n'y a qu'une seule sorte de problème de la conscience, pour reprendre l'expression de Chalmers. Ce sont tous des problèmes difficiles, parce qu'ils demandent tous beaucoup de travail, d'ingéniosité, de travail conceptuel et empirique. Donc il n'y a qu'une seule sorte de problème de la conscience. Il n'y a pas d'un côté les problèmes faciles, les consciences d'accès, et difficiles, les consciences phénoménales. Et je pense aussi, l'idée, ce que j'avais vaguement promis, c'était que l'approche scientifique ne les résout pas en un sens où on n'a pas de solution au problème de la conscience, mais en revanche, ce qu'on peut avoir, c'est une sorte de réduction de leur aspérité progressivement, en montrant concrètement comment les choses sont complexes, et en adaptant nos cadres expérimentaux et conceptuels à la complexité des phénomènes, de telle sorte qu'en fait, on réduit l'espèce d'abysse qui nous semble séparer la conscience phénoménale, par exemple, de la conscience d'accès. Et donc, voilà, c'est cette idée qu'on ne peut pas, en un sens, prouver ces choses, mais qu'on peut essayer de les suggérer progressivement. Je vous remercie.